Chose promise, chose due. Nous nous retrouvons encore ce matin dans notre studio de Radio pour parler des rôles et responsabilités des forces de l'ordre dans les manifestations publiques et politiques. Le sujet donc est sur le tapis et nous échangeons ce matin avec Mme Sonia Mitipé, elle est chargée de la mobilisation et de la croissance à Amnesty International. Madame Sonia, bonjour. Bonjour, Monsieur Niquez. J'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation. Je vais bien chez vous. Ça va bien. Et chez vous? Ça va. Également en direct depuis Dakar, M. Fabien Hoffner, le chercheur au bureau international, au bureau Dakar d'Amnesty International. Monsieur Fabien, bonjour. Bonjour, oui, le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Enchanté. Et merci de vous retrouver encore ce matin dans ce direct. La première question va à Mme Sonia. Pouvez-vous nous expliquer le rôle général des forces de l'ordre dans la gestion des manifestations publiques et pacifiques? Merci beaucoup pour la question. Les forces de l'ordre dans la manifestation ou dans les manifestations publiques ont essentiellement pour rôle de faciliter, de protéger le droit de manifester. Parce que, comme dans les précédentes émissions, comme on a eu à le dire, le droit de manifestation, c'est un droit et non un privilège. Et l'État a l'obligation de pouvoir assurer une protection de ce droit-là. Donc, l'État a l'obligation de pouvoir fournir des forces de l'ordre pour pouvoir coordonner et prendre en charge la bonne marche des manifestations. Donc, la police doit partir du principe que la manifestation est d'abord pacifique, parce que toute manifestation est présumée pacifique, et donc il a l'obligation de pouvoir coordonner et de pouvoir permettre une bonne ambiance dans le déroulement de ces manifestations publiques-là. Donc, la police a le droit d'assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité des manifestations, des manifestants et des non-manifestants. Donc, voilà le rôle des forces de l'ordre lors d'une manifestation publique. Je ne sais pas si... Monsieur Fabien Fner, pourquoi est-il important d'avoir des règles claires et des limites précises pour les forces de l'ordre lors des manifestations? C'est important d'avoir des règles claires pour les forces de l'ordre, comme pour un petit peu tout aspect de la société. C'est pour simplement qu'on soit dans un cadre légal et qu'on puisse se retrouver dans des situations et qu'on sache quels sont les droits des uns et des autres. Et c'est évidemment particulièrement important dans le cadre des forces de l'ordre, puisque ce sont par principe des personnes qui sont en charge de l'utilisation légale de la force dans certaines situations. Il faut qu'on puisse savoir très clairement dans quel cas elles peuvent utiliser la force, dans quel cas elles ne peuvent pas, quelle force elles peuvent utiliser, quelle force elles ne peuvent pas utiliser. Donc c'est évidemment extrêmement important puisque ça peut amener à des violations graves des droits humains, ça peut amener à des crimes, ça peut amener à des situations où les membres des forces de l'ordre elles-mêmes vont se retrouver accusés d'avoir commis des infractions ou des crimes. Donc, il faut que tout cela s'inscrive dans un cadre légal qui soit public et que tout le monde puisse le connaître, évidemment. Alors, l'usage de la force est souvent un sujet de débat. Quand les forces de l'ordre peuvent-elles légalement recourir à la force pendant une manifestation et quel type de forces sont permis? Madame Sonia. Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste ajouter pour donner un exemple assez pratique aux internautes, aux auditeurs, c'est que si on prend par exemple le Togo, il y a eu des manifestations assez violentes qui se sont déroulées essentiellement à Dapaon ou à Vedi, où il y a eu des manifestations des élèves, où il y a certains élèves, enfin, des pertes en vie humaine. Donc, c'est juste pour dire que les forces de l'ordre doivent exercer leur pouvoir de maintien de l'ordre dans les limites légales. Et ces limites-là doivent être bien établies, bien claires, pour pouvoir permettre un équilibre nécessaire entre la sécurité publique et la protection des droits fondamentaux. Parce que si les forces de l'ordre commettent des abus, ils violent les droits humains et peuvent être sanctionnés et doivent normalement être sanctionnés. Donc, le cadre dans lequel la police doit pouvoir intervenir ou bien les forces de l'ordre doivent pouvoir intervenir doit être bien défini et légal pour que les manifestations se déroulent sans encombre et sans heurts.
Maintenant, pour revenir à votre question sur l'usage de la force, qui est un véritable débat tant en droit international que en national. Normalement, les forces de l'ordre peuvent utiliser la force seulement dans certains cas exceptionnels. Et ces cas-là sont prévus par la loi. Il faudrait que les cas dans lesquels la police ou bien les forces de l'ordre interviennent pour recadrer une manifestation soient réellement prévus par la loi. Les forces de l'ordre ne peuvent pas agir en dehors des limites qui sont fixées par la loi. Et le recours à la force doit pouvoir poursuivre un but légitime. Poursuivre un but légitime, et il doit y avoir en dernière position une nécessité, une proportionnalité entre la réalisation de ce but. Je m'explique, c'est-à-dire que la force, ou bien l'usage de la force par les policiers ou les forces de l'ordre doit pouvoir être proportionnel à l'action qui est en face d'eux. Et donc, 3 critères ou bien 3 conditions doivent pouvoir être remplies. Il faudrait que cela soit prévu dans la loi, que cela poursuive un but légitime et que cela soit proportionnel, la force soit proportionnelle. Si on prend par exemple un manifestant qui, je ne sais pas, jette une bouteille d'eau, une force de l'ordre ne peut pas tirer à balles réelles sur ce manifestant-là. Là, la force n'est pas proportionnelle. C'est pour ça qu'il faut que pour encadrer une manifestation, ces 3 critères doivent être respectés et l'usage de la force doit être proportionnel à la force qui est devant soi. Alors, Fabien? Oui, et si je peux donner quelques exemples, Monsieur Nicaise, par exemple, il y a toute cette question aussi qui est un petit peu technique aussi de comment on maintient de l'ordre, comme l'a expliqué Sonia, la force ne peut pas être utilisée n'importe comment. Par exemple, si des manifestants commencent à dégrader des biens publics, on peut imaginer que les forces de l'ordre puissent, par exemple, intervenir, mais elles ne peuvent pas intervenir effectivement n'importe comment. En général, les forces de l'ordre doivent être équipées d'armes, ce qu'on appelle des armes à létalité réduite, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tuer ou qui peuvent tuer dans des cas vraiment exceptionnels. Mais même ces armes à létalité réduite ne peuvent pas être utilisées n'importe comment. On ne peut pas dégoupiller une grenade lacrymogène et la lancer au milieu de femmes et d'enfants. On ne peut pas tirer du gaz lacrymogène sur des manifestants qui sont regroupés dans un endroit très resserré avec des risques de blessures assez graves. On se souvient en France, il y avait une manifestation des Gilets jaunes, beaucoup de personnes avaient été éborgnées. Elles avaient été éborgnées par des tirs de flashball, mais des tirs de flashball qui avaient été tirés de façon beaucoup trop près des manifestants. Donc on peut voir que tout ça doit être vraiment très, très, très régulé et que c'est vraiment des choses très importantes. Et sur l'utilisation d'armes létales, on voit souvent dans la région, notamment des forces de l'ordre et de sécurité, déployées pour des opérations de maintien de l'ordre avec des armes de guerre, avec des armes automatiques. C'est pas quelque chose qui est censé exister au regard du droit international. Les forces sont censées être équipées de canons à eau, peut-être de gaz lacrymogène, éventuellement de balles en caoutchouc, mais les armes automatiques ont souvent été responsables, ceux qui les manient plutôt, de morts dans les manifestations dans plusieurs pays de la région et ailleurs évidemment. Et il faut rappeler que là-dessus, le droit est très clair. Un agent des forces de l'ordre, un policier, un gendarme, ne peut utiliser une arme automatique contre une personne dans 2 cas uniques. C'est pour protéger sa vie, dans le cas où, par exemple, une personne ou un manifestant qui serait armé, qui s'avance vers lui pour le tuer, il a le droit d'utiliser son arme automatique. Et l'autre cas, c'est pour protéger la vie d'une autre personne. Par exemple, pour protéger un manifestant qui serait ciblé. Ce sont les seuls cas qui existent. Et malheureusement, ce qu'on constate très souvent, c'est que les armes automatiques sont utilisées pour réprimer des manifestants ou contre des manifestants par exemple qui vont lancer des pierres. Donc là, on n'est pas du tout dans une réponse proportionnelle. D'un côté, on lance des pierres, de l'autre, on tire des balles réelles. Donc voilà, tout ça est très, très, très clairement dit dans plusieurs documents et notamment dans les lignes directrices pour le maintien de l'ordre en Afrique, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce sont des documents qui sont accessibles, qui existent et qui, normalement, devraient être respectés par tous les États. Alors, je reste avec vous, Fabien. Y a-t-il des formations spécifiques que les forces de l'ordre reçoivent pour gérer les manifestations de manière pacifique ou bien comment sont-elles préparées à faire face aux situations tendues?
Tout à fait, il y a des formations spécifiques, il y a des écoles du maintien de l'ordre partout dans le monde, normalement. Et ce qui est précisé encore une fois dans les textes internationaux, c'est que ce n'est pas n'importe quelle personne en uniforme qui est habilitée à faire du maintien de l'ordre. C'est pas parce qu'on a un uniforme de policier ou de gendarme qu'on peut faire du maintien de l'ordre. Les gens qui devraient être déployés dans les manifestations pour faire du maintien de l'ordre, c'est des agents qui sont censés avoir été formés à l'encadrement des réunions, parce que ce sont effectivement des situations compliquées. Si, par exemple, nous, aujourd'hui, dans ce débat, on nous dit soyez en charge du maintien de l'ordre d'une manifestation, on va forcément être complètement perdu. Ça peut amener de la peur aussi de la part des agents des forces de l'ordre, des réactions incontrôlées. Donc, il faut évidemment que les gens soient formés. Et c'est pour ça que le droit international dit aussi de façon très claire que les militaires ne devraient, en règle générale, pas être déployés pour des opérations de maintien de l'ordre, parce que ce sont des gens qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, et parce que ce sont des gens qui sont dotés la plupart du temps uniquement d'armes automatiques létales. Or, encore une fois, dans la région, on se retrouve souvent avec des militaires qui sont déployés pour des opérations de maintien de l'ordre. Alors souvent, les autorités le justifient en disant qu'il n'y a pas assez d'effectifs de force de l'ordre, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de gendarmes, donc on est obligé de déployer des militaires, mais ce ne devrait pas être le cas. Les militaires ne devraient, en temps normal, pas être déployés pour des opérations de maintien de l'ordre, sauf dans des circonstances très exceptionnelles. Et ce qu'on constate souvent dans certains pays de la région, c'est qu'on déploie des militaires tout simplement parce qu'ils font peur, beaucoup plus peur aux gens. C'est des gens qui sont formés pour faire la guerre, ce pas des gens qui sont formés pour gérer des manifestants. Donc je pense que c'est important de rappeler que toute personne en charge du maintien de l'ordre doit être une personne formée, pas seulement avoir un uniforme, mais être formée, et que ce ne sont pas censés être des militaires. Alors, Madame Sena, vous avez ajouté? Non, je pense qu'il a déjà tout brossé. Mais comme il a dit, dans les écoles de maintien de l'ordre, dans les écoles de police, on essaie de quand même former. Et juste pour ajouter, il faut que dans ces formations-là, on insère un module ou bien, je sais pas, une rubrique sur les droits humains parce que les forces de l'ordre doivent être également formées aux droits humains pour pouvoir comprendre la nécessité de leur action en fait sur le terrain. Ils sont là pour la sécurité, pour qu'il y ait un équilibre entre la sécurité publique et les droits fondamentaux. Donc, ils doivent respecter également les droits des individus qui manifestent. Voilà. Madame Sonia, on a constaté dans certains cas un usage excessif de la force dans la gestion des manifestations au Togo. Quelles en sont, bien quelles peuvent être les causes et comment peut-on y remédier pour éviter les abus à l'avenir, s'il y en a? Oui, comme vous l'avez dit, dans certaines manifestations qui ont eu lieu sur notre territoire, il y a eu un usage excessif de la force. Des fois même, on a des pertes en vies humaines. Et qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène ou bien ces abus à l'avenir, enfin, ces abus? Le fait, c'est que, comme on vient de le dire tout à l'heure, il y a souvent, lors des manifestations dans nos pays, les forces de police ne sont pas très bien outillées ou bien ne respectent pas très bien les réglementations qu'il y a entre le maintien de l'ordre public et le respect des droits humains. Et l'usage excessif de la force intervient généralement, ou bien il s'explique généralement par le fait qu'il y a un manque d'information, ou bien que les manifestants sont violents et il faudrait donc qu'ils réagissent. Et c'est ce qui fait que des fois, il y a des abus et il y a des blessés graves et même des pertes en vies humaines. Il y a également, on peut expliquer le fait qu'il y ait des pressions institutionnelles. Par exemple, les responsables qui envoient les forces de police pour contenir une manifestation ou pour réglementer une manifestation, ils donnent des ordres à ces forces de police-là. Et comme vous le savez, souvent au niveau des forces de l'ordre, c'est souvent le respect de l'ordre reçu de son hiérarchie. Donc, ce qui fait que des fois, il y a des abus qui sont expliqués également par le fait qu'ils ont reçu l'ordre de pouvoir utiliser la force pour pouvoir contenir les manifestants. Et des fois, il y a le manque d'armes à létalité réduite, comme Fabien l'a dit tout à l'heure.
certains de nos pays n'ont pas ces matériels, mais ces équipements-là pour pouvoir faire face aux manifestations. Donc, ces abus-là, ou bien ces genres de manquements-là, justifient, selon les forces de police, dans certains cas, l'usage excessif de la force. Madame Sonia, je vais être avec vous. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un manque d'information. Le manque d'information, c'est à quel niveau? Le manque d'information sur les manifestations. Oui. Parce que si aujourd'hui, il y a une manifestation, les forces de l'ordre qui sont déployées sur le terrain ne sont pas forcément au courant soit des objectifs de la manifestation, soit de pourquoi les gens manifestent. Et il y a donc un manque de communication d'abord entre la hiérarchie et les forces de l'ordre, parce qu'eux, ils sont envoyés pour aller exécuter un ordre. Et il y a également un manque de formation des manifestants et les forces de police, parce que même arriver sur le terrain, les forces de police doivent pouvoir communiquer avec les manifestants pour pouvoir leur demander comment est-ce que la manifestation va se dérouler, quels sont les endroits où ils vont pas, etc., etc. Donc, ces manques de communication entre les manifestants peuvent aussi, dans certains cas, appeler à des incompréhensions, et ces incompréhensions-là peuvent dégénérer et entraîner des usages excessifs de la force. Voilà. Merci. Monsieur Fabien, est-ce que vous voulez renchérir sur ce que a dit Madame Sonia? Écoutez, non, là-dessus, c'est très clair, je pense. Ok, merci beaucoup. Pouvez-vous nous donner un exemple récent où les forces de l'ordre ont bien géré une manifestation au Togo ou ailleurs? Quelles ont été les bonnes pratiques mises en œuvre, Madame Sonia? Bon, juste pour donner un exemple, j'ai juste un exemple de manifestation. Au Togo, je sais qu'il y a quelques années, il y a eu des manifestations spontanées des élèves lors des grèves des enseignants. Je pense qu'il y a 2 ans, je pense, où les forces de l'ordre accompagnaient les élèves sans autant les disperser ou bien les empêcher. Et ils protégeaient ces élèves-là en leur interdisant de faire des casses ou bien de déborder lors des manifestations. Donc, je peux donner cet exemple-là, mais normalement, de façon générale, les manifestations non interdites au Togo, on remarque qu'elles sont souvent bien gérées. C'est quand ces manifestations sont souvent prêtes à confusion, ou bien le manifestant et les autorités ne se comprennent pas sur les aspects de la manifestation, les itinéraires, tout ça, et qu'on dit souvent que c'est des manifestations non interdites, qu'on constate qu'il y a vraiment des pratiques d'usage excessif de la force. Mais dans les cas où les rares cas où les manifestations ne sont pas interdites, elles sont gérées relativement bien par les forces de l'ordre. Alors, Fabien, il y a eu des cas chez vous aussi? Sur le Togo, je pense que je ne vais pas compléter Sonia. Nous, on couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est vrai qu'on a souvent remarqué aussi dans les pays de la région, comme par exemple la Guinée, que l'interdiction des manifestations crée une forme de crispation qui est un élément favorable au déclenchement de certaines violences, et que bien souvent, quand les manifestations sont autorisées, ça se passe généralement plutôt bien. Je pense que ça dépend beaucoup des pays et des régimes, mais pour avoir une vue d'ensemble un petit peu plus large, aujourd'hui dans la région, il y a un nombre de régimes qu'on peut qualifier d'autoritaires qui est assez important. Donc c'est sûr que le droit de réunion pacifique, la tendance n'est plutôt pas très favorable actuellement dans la région, avec beaucoup de régimes qui interdisent systématiquement les manifestations. C'est le cas par exemple d'un pays comme la Guinée, mais même des pays avec des traditions démocratiques un petit peu plus développées interdisent assez fréquemment les réunions. Donc la tendance est malheureusement pas très favorable, alors qu'on se rend compte effectivement que quand les manifestations sont autorisées, en général, ça se passe plutôt bien, et que s'exprimer, c'est quelque chose d'assez naturel chez l'être humain. Donc à un moment, c'est sûr que si on bride complètement ça, ça peut créer des problèmes, et les gens vont sans doute chercher à s'exprimer d'autres façons.
Alors, Fabien, comment les citoyens peuvent-ils se protéger et collaborer efficacement avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité de tous lors d'une manifestation? Alors, comme on l'avait dit une précédente fois, encore une fois, c'est de la responsabilité des autorités de protéger les manifestations et les rassemblements et les personnes qui y participent. Donc, ce n'est pas aux manifestants de se protéger eux-mêmes. Donc, les forces de l'ordre ont la responsabilité de permettre ces rassemblements et ces manifestations et de les protéger. Et d'ailleurs, les textes internationaux disent clairement que exiger des participants et des organisateurs qu'ils assurent eux-mêmes l'encadrement et le maintien de l'ordre des manifestations n'est pas compatible avec le droit international. Donc c'est bien aux autorités d'organiser la sécurisation de ce rassemblement, ce qui n'empêche pas évidemment que les forces de l'ordre et les autorités collaborent avec les organisateurs, comme l'a expliqué Sonia et comme l'ont expliqué d'autres collègues dans une précédente émission. Il peut y avoir, et c'est très important qu'il y ait ce dialogue entre les autorités et les organisateurs par rapport au parcours, par rapport à l'encadrement. C'est fréquent dans les manifestations dans le monde que certains organisateurs désignent des référents de maintien de l'ordre qui peuvent par exemple signaler si peut-être dans les manifestants il y aura un élément perturbateur qui va créer des problèmes dans la manifestation. Donc on peut prendre cette personne et l'extraire, on peut le repérer. Donc il peut y avoir cette collaboration entre les manifestants et les forces de l'ordre pour le bien de tout le monde, pour que la manifestation puisse se dérouler, pour que les forces de l'ordre ne soient pas ciblées par quelques personnes qui ne représentent absolument pas la mentalité et le message des manifestants, mais qui pourraient être violents. Donc il peut évidemment y avoir cette collaboration et elle est souvent nécessaire pour favoriser un petit peu la confiance de tous les côtés. Madame Sonia? Oui, juste pour ajouter, il est également important que les manifestants connaissent leurs droits pendant les Ouais, c'est manifestations évident. pour qu'il n'y ait pas d'abus. Parce que des fois, on est victime d'abus, mais on ne sait même pas qu'on est victime d'abus ou bien qu'on est victime de violation de ses droits. Donc, il faudrait que les manifestants puissent également connaître leurs droits pour que les manifestations puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Et comme Fabien l'a dit, il faut rester calme, respecter les consignes de la police pour qu'il n'y ait pas des débordements, etc. Donc, voilà. Alors, Madame Sonia, quelles réformes ou recommandations feriez-vous pour améliorer le rôle des forces de l'ordre dans la gestion des manifestations au Togo et garantir le respect des droits humains? Bon, je dirais pas réforme, mais peut-être des recommandations à faire à l'endroit Oui, des recommandations. voilà. Et donc, pour recommandations, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les formations des forces de l'ordre, il y a des formations sur le maintien de l'ordre, sur comment protéger ou bien comment sécuriser une manifestation. Donc, je vais juste toujours dans ce sens-là pour dire que on peut toujours améliorer la formation des forces de l'ordre en renforçant leur compréhension sur les droits humains, la nécessité de pouvoir comprendre et de pouvoir respecter et protéger les droits humains. La gestion des conflits, par exemple, quand il y a des conflits lors des manifestations ou bien des mésententes, comment pouvoir gérer ces genres de cas pour qu'on n'ait pas recours tout de suite à l'usage de la force, mais qu'il y ait d'autres alternatives pour régler les conflits ou bien les désagréments qu'il y aura peut-être dans, 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 les, dans les manifestations. J'ajouterais peut-être également à l'endroit des autorités qui est un renforcement de la responsabilité. Qu'est-ce que j'entends dire par là? C'est-à-dire qu'on établisse des mécanismes de surveillance indépendants, c'est-à-dire pour enquêter, par exemple, quand il y a des abus, parce que nous ne sommes pas sans savoir que il y a eu des manifestations au Togo et dans d'autres pays de la sous-région où il y a eu des pertes en vies humaines, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas reconnues coupables de ces actions et de ces abus-là. Donc, on ait des mécanismes qui puissent surveiller ou enquêter sur les abus et sanctionner, le cas échéant, les comportements qui sont inappropriés de la part des agents de police. Et pour finir, peut-être le dialogue et la collaboration dans le cadre de la formation, il est également important de pouvoir insérer ces genres d'actions pour que les forces de l'ordre puissent comprendre les manifestants et qu'ils puissent se comprendre qu'il y a un dialogue.
lors des manifestations. Alors, Fabien, quelles recommandations pour améliorer le rôle des forces de l'ordre? Je pense que tout a été dit par rapport à ce qu'on a rappelé, que ces forces de l'ordre soient formées, qu'elles soient équipées d'armes adéquates, et notamment des armes à létalité réduite, qu'elles sachent comment se comporter avec des manifestants, qu'elles savent réagir proportionnellement. C'est pas parce que des forces de l'ordre, par exemple, sont insultées qu'on doit tirer une balle sur quelqu'un. Donc je pense que tout ça, c'est très important. Et tout ça participe d'un système, c'est-à-dire que c'est pas seulement les forces de l'ordre, il faut que derrière, il y ait un système judiciaire qui puisse suivre, qui puisse condamner s'il est nécessaire de condamner si la loi a été violée. Il faut également que les citoyens connaissent leurs droits et sachent qu'ils peuvent éventuellement faire des recours devant des juridictions internationales comme la Cour de justice de la CEDEAO. Donc encore une fois, tout est lié, mais effectivement, pour que le droit de rassemblement, de réunion pacifique soit respecté, pour que le maintien de l'ordre soit fait correctement, il faut évidemment qu'il y ait derrière des institutions judiciaires indépendantes qui puissent défendre la cause du droit international et du droit togolais qui devrait s'en inspirer. Donc tout ça n'est pas séparé et évidemment tout doit être lié pour que tout ça puisse se passer de la façon la meilleure possible. Alors, avant de vous laisser partir, quel sera votre mot de fin, M. Fabien Hoffner? Eh ben, c'était mon mot de fin, mais je veux vous remercier pour l'organisation de cette émission qui j'espère sera utile aux auditrices et aux auditeurs. Voilà, le but c'est encore une fois d'essayer de vulgariser du droit international qui touche les personnes de la même façon dans le monde, quel que soit le continent, parce que les réalités sont souvent les mêmes. Donc merci à vous, et puis on peut qu'espérer que ces choses-là soient utiles à la fois ce qui se passera au Togo dans les prochaines années, mais aussi dans la région et ailleurs dans le monde. Madame Sonia? Tout juste pour remercier et peut-être revenir un peu, je sais pas, je pense que ce sera notre dernière émission sur les droits de manifester. Rappeler aux internautes qu'au Togo, nous avons une loi sur les manifestations et le Togo est parti également à beaucoup d'autres conventions qui parlent des manifestations. Donc, il est important que nous, en tant que citoyens, nous connaissions également ces lois-là pour pouvoir respecter dans la mesure du possible les règles et également faire briller ou bien faire émerger nos droits. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à Radio Lomé pour l'invitation pendant ces quelques émissions sur le droit de manifester. Et comme Fabien l'a dit, j'espère que les internautes auront appris beaucoup de choses sur le droit de manifester. Je vous remercie pour votre disponibilité. Merci. J'avais en studio ce matin M. Fabien Hoffner et Mme Sonia Mitikper, respectivement, chercheur au bureau régional Dakar de Amnesty International et chargé de la mobilisation de la croissance Amnesty International. Je ne quitte pas. Bon week-end à tous et à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est bon. C'est bon, ça s'est bien passé? C'est bon, ça s'est bien passé. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.